d'abord faire un état des lieux du Figital et pour cela, je vais appeler mon premier invité qui est Jean-Michel Flamand. Jean-Michel, si tu veux bien nous rejoindre. Donc Jean-Michel, voilà le petit jingle, on se retrouve. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Voilà, Jean-Michel est directeur du développement au CILAB. Le CILAB, c'est le Shopping Innovation Lab, qui est très actif à Lille. Je crois que tu interviens beaucoup auprès d'entreprises de la région, mais pas que de la région. Ouais. Et tu vas nous parler du magasin d'aujourd'hui, qui est centré client, mais qui utilise aussi le digital. Et tu vas nous dresser un petit état des lieux. Et je crois que tu as beaucoup de choses à nous montrer en termes de vidéos. Donc je te laisse la parole. D'accord. Tu as 20 minutes. D'accord, très bien, merci. Tiens. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Jean-Michel Flamand, je suis le directeur du développement du Shopping Innovation Lab, qui est un lieu d'innovation qui est basé à Euratechnologies. Et notre métier, c'est d'accompagner justement l'ensemble des commerçants, qu'on peut appeler aussi des retailers, à se transformer en fait face à la nouvelle concurrence et face à l'évolution en fait, du comportement des consommateurs. Donc, ce que je vais vous faire aujourd'hui, là, c'est simplement pendant 20 minutes de vous dresser un état des lieux plutôt de la transformation du commerce et des raisons pour lesquelles le commerce doit se transformer et doit, entre autres, arriver sur du digital parce que ça n'est qu'une des solutions. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Allons-y. Juste un tout petit peu d'histoire très rapidement. Le commerce après-guerre, c'était à peu près ça. C'était des magasins d'alimentation qui étaient basés dans les centres-villes ou dans les bourgs et qui distribuaient des produits. Tout le monde allait dans les différents magasins en fait pour l'acheter. Ce qui s'est passé, l'arrivée de la grande distribution et du commerce de masse est liée en fait à l'apparition de la voiture. C'est important quand même de le rappeler, c'est-à-dire qu'en 1963, premier hyper de chez Carrefour, qui arrive sur Paris. Et le modèle économique en fait, de l'hyper et du commerce, c'était le fait de dire d'abord, il faut absolument qu'il y ait des parkings pour pouvoir faire du business, puisque les gens découvrent la voiture et peuvent se déplacer. Et l'idée, c'est d'avoir un truc qui était tout sous le même toit, c'est-à-dire d'avoir tous les produits qui se trouvaient au même endroit, avec une largeur de gamme très importante et des prix bas, avec une descente des prix qui était très importante. Ça, c'était l'arrivée à fait de la grande distribution dans les années 60. Ce qui se passait à l'époque était extrêmement simple. En fait, jusque-là, tout le monde était content. Il y avait les industries en fait, qui produisaient des produits, donc les marques, etc., qui livraient à des grands magasins, que ce soit des magasins de grande distribution ou des magasins spécialisés qui sont arrivés après, type Ikea, type Leroy Merlin, type Casto, etc., etc. Et en fait, le consommateur, il n'avait pas de choix. Il ne faisait qu'aller en fait prendre sa voiture, aller dans les grands magasins, quels qu'ils soient, dans les grands centres commerciaux, et en fait, il pouvait prendre ses produits à cet endroit-là. Ça, c'était avant. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a Internet en fait qui arrive, Internet puis les mobiles, et aujourd'hui, en fait, toutes les offres sont aujourd'hui accessibles en tout temps, en tout lieu. Et ce qui se passe concrètement, c'est que du coup, par rapport au commerce, plutôt que d'avoir en bout de chaîne le consommateur en fait, qui n'allait que dans les hypermarchés, dans les grands magasins, maintenant, en fait, c'est le consommateur qui finit par avoir le choix de la façon dont il va en fait consommer. Donc effectivement, il peut aller dans les grands magasins, il peut continuer à faire ce genre de choses, mais il peut se faire livrer en direct par différentes plateformes qui existent, et il va pouvoir aussi, d'ailleurs ce qui va se passer, c'est que les marques vont pouvoir, et les industries vont pouvoir aller directement toucher le consommateur, et les produits peuvent venir en avion directement de Chine pour être livrés de façon unitaire directement chez moi, ou alors, encore plus grave, c'est-à-dire que les consommateurs peuvent accéder grâce aux plateformes à d'autres consommateurs et pour pouvoir en fait s'échanger par eux-mêmes, avoir du circuit court, avoir de la gestion de seconde vie, etc. Donc tout ça fait en fait que la chaîne du valeur du commerce explose et que du coup la façon dont les commerçants doivent réagir est vraiment compliquée puisqu'ils doivent passer d'un modèle complètement vertical très 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 bien maîtrisé à un modèle complètement éclaté. Un modèle complètement éclaté, on le voit ici, c'est une illustration de ça. En fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les points de contact entre le consommateur et le commerçant ou tout type en fait, d'offres de services se multiplient. Et donc, en fait, c'est extrêmement compliqué pour un commerçant aujourd'hui en fait, de maîtriser en fait, justement cette expérience client, puisqu'en fait, le nombre de points de contact est de plus en plus différent avec des médias qui sont de plus en plus différents. Je peux je peux découvrir un produit sur le mobile, après je peux comparer directement au magasin avec mon téléphone, comme je peux directement aller dans un autre espace pour pouvoir commander. Voilà. En fait, tout est de plus en plus complexe. Et le deuxième point qui est extrêmement compliqué aussi pour les commerçants aujourd'hui,
c'est que les standards d'exigence ont augmenté. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment énormément. C'est-à-dire avant, quand vous commandiez sur un catalogue, ça pouvait attendre 3 semaines, 4 semaines, c'était pas grave. On pouvait aussi se dire, quand je vais dans un magasin, bon, bah voilà, j'ai pas le produit tout de suite, j'en prends un autre, c'est pas très grave non plus. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. À cause ou grâce aux géants type Amazon qui ont mis de la livraison en 24 heures ou en 1 heure, le fait d'être jamais déçu en fait par les expériences qu'on a, ça fait qu'en fait tous les commerçants aujourd'hui de la planète doivent s'aligner en fait sur ces exigences du consommateur, et donc tout en gardant un modèle économique qui est quand même aujourd'hui encore sur des prix bas. Et ça complexifie énormément le business model et la façon de l'exécuter. Donc c'est pour ça que je donne un exemple intéressant, c'est Leroy Merlin qui est sur la partie service maintenant, etc. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, en fait, finalement, pour pouvoir en fait réagir à cette problématique et pour pouvoir transformer le commerce, il faut impérativement en fait centrer en fait l'ensemble du commerce et des points de vente sur en fait le client. Et en fait, c'est bien le client qui aura le libre choix de pouvoir prendre les produits et de pouvoir commander, consommer de quelque façon que ce soit. Il faut arrêter de se dire en fait que les clients vont arriver dans les magasins, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Et là, j'ai détaillé plusieurs axes qui sont intéressants et qui sont importants à mon sens. La notion de produit, c'est-à-dire comment est-ce que j'élargis ma gamme et comment je crée des marques propres pour pouvoir être différenciant par rapport en fait à mes consommateurs. La notion de service, comment je passe du produit vendu au service rendu. La notion de confiance, qui est la première partie que je vais aborder, qui est extrêmement importante, et comment je recrée de la confiance entre mon consommateur et mon enseigne, et la notion de proximité. Et enfin, je finirai sur l'omnicanal et le digital, puisque c'est la thématique de la journée. Voilà, la notion de confiance, c'est pas compliqué, c'est aujourd'hui pourquoi j'irai faire mes courses, on va prendre Auchan au hasard, pourquoi j'irai faire mes courses chez Auchan et pourquoi en fait j'irai chez Auchan plutôt que chez Carrefour ou ailleurs. Compliqué comme question aujourd'hui. Une des façons de répondre à cette question, c'est je vais dans telle enseigne parce que j'ai confiance aux produits qu'ils me donnent et qu'ils me vendent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose que tous les commerçants sont en train de travailler aujourd'hui. En tant que distributeur, je sélectionne des produits qui viennent de partout sur la planète ou de très près autour de mon magasin et je les propose à mes clients. Donc il est impératif que ces produits soient bons pour la santé, soient fiables si c'est de la technologie, etc. etc. Donc des exemples en fait de campagnes de com plutôt dans l'alimentaire. Marché U était un des premiers à ce qu'on appelle cleaner ses produits il y a 2 ans et donc à enlever un grand nombre de produits interdits ou plus ou moins interdits de ces produits en marque propre. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple. C'est une campagne de l'année dernière, mais ça fait très longtemps qu'ils le font. Plus récemment, on a les filières responsables chez Auchan qui sont en train d'être mis. Et il y a 1 an, on avait Act for Food, qui est une très très belle vidéo sur YouTube si vous voulez la voir, si vous ne connaissez pas, qui est une très bonne façon de voir comment les retailers alimentaires essaient de recréer la confiance en fait vis-à-vis de leurs consommateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la notion de produit. Comment est-ce qu'on développe des produits nouveaux ? Donc il y a effectivement le métier d'un commerçant à la base, c'est de sélectionner une gamme de produits pour pouvoir le vendre, que ce soit sur Internet ou que ce soit dans un point de vente. Cela dit, l'objectif aussi aujourd'hui pour les commerçants, pour certains des commerçants, c'est de créer ce qu'on appelle les MDD, ce qu'on appelle les marques distributeurs, les marques propres. Pourquoi faire ? Pour se différencier par l'offre et par l'innovation produit. C'est l'exemple de Decathlon. Vous avez le super masque là où on peut voir sous l'eau alors qu'on n'a même pas de bouteille, etc. Ça n'est vendu que par Decathlon parce que ça a été conçu par Decathlon. Donc forcément, ça crée un point de destination vers des magasins ou vers un site internet, et donc c'est extrêmement important. Rester une ancienne destination, j'en ai parlé. L'autre exemple intéressant, c'est une extenso pour Auchan. C'est des produits qui sont quand même très bons, qui ne sont pas très chers et qui sont dans le textile, et vous ne les trouverez jamais ailleurs que chez Auchan. Donc ça crée une marque de destination vers le point de vente. Valoriser la confiance acquise, on en a parlé. Et ne plus être comparable. Là, on va parler par exemple de produits plutôt électroniques chez Boulanger ou chez Fnac, où ils vont développer leur propre marque. Comme ça, en fait, quand vous êtes en magasin, que vous allez sur Amazon pour comparer les prix, vous ne pouvez pas les comparer parce que c'est des produits qu'on ne trouve que chez Boulanger. Donc forcément, c'est plus simple. Voilà. Donc la transformation et la notion de développement des produits, c'est quelque chose d'important. Autre point, je regarde mon chrono parce que j'ai la pression. La notion de passage du produit vendu au service rendu. Ça, c'est un truc extrêmement intéressant et c'est vraiment une vague qui prend du temps, mais qui est extrêmement importante. Toute la question, c'est de savoir quelle valeur je donne en fait à mon client lorsque je suis dans le point de vente ou que je suis en contact avec une enseigne. Il y a plusieurs exemples, je vais vous en donner quelques-unes. C'est assez simple. D'un côté, j'achète un CD, ça c'est la notion de produit vendu.
Je vais à la Fnac, etc. J'achète un CD que j'écoute dans ma voiture ou sur ma chaîne EFI. Je ne sais pas qui achète encore des CD ici. Et maintenant, c'est j'écoute de la musique où je veux. Donc je ne suis plus du tout dans la notion de je vends un produit, mais j'ai accès à un service qui est d'écoute de la musique. Autre exemple assez classique, c'est mes courses. Je fais mes courses en alimentaire, c'est-à-dire je choisis ma mozzarella, ma pâte à pizza, mon truc, etc. etc. Et puis j'essaie de faire comme je peux des menus pour mes 5 enfants. Ou alors, je nourris ma famille, c'est-à-dire en fait j'ai une proposition qui me propose des repas équilibrés toute la semaine et j'ai plus en fait qu'à faire les recettes tranquillement et j'ai plus à me soucier en fait de quels produits j'achète. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que j'achète des produits, mais d'un côté je fais des courses et de l'autre côté je nourris ma famille, donc c'est pas du tout le même point de vue. Autre point intéressant, le même exemple, si j'achète une voiture. Ça, mettez-vous à la place de Neuroauto face à des problèmes comme cela. Aujourd'hui, je dis j'achète une voiture et donc la voiture m'appartient, ou alors j'ai toujours un moyen de me rendre d'un endroit à un autre, quelle que soit la solution en fait qui est employée. Rien à voir. Pourtant, c'est le même objectif, c'est de me déplacer d'un point A et d'un point B, mais d'un côté je vends un produit, de l'autre côté j'offre un service. Et donc cette notion de service, c'est quelque chose en fait que les distributeurs sont en train de réfléchir énormément et qui va leur permettre à la fois de continuer à créer de la valeur et à fidéliser leurs clients d'une autre façon. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit tous les jours au Scilab avec nos clients. Je vais donner quelques exemples. Alors là, j'ai pris Chronodrive. Ils ne font pas que ça, Chronodrive, c'est très simplificateur, mais bon, voilà, là, vous voyez, je m'amuse à choisir mes produits un à un, etc. Et je fais ma liste de courses péniblement pour aller jusqu'au drive. Autre exemple, donc c'est Kitok. Ouais, Kitok, bah là c'est l'inverse. Ça me coûte un petit peu plus cher, mais pas forcément beaucoup plus cher, faut voir. Je choisis mon nombre de personnes. Si je veux des menus équilibrés, etc. Je dis que mon gamin, il aime pas les artichauts, et donc j'ai des menus sans artichauts pendant toute la semaine, etc. Et donc c'est la même chose, sauf que je ne fais pas mes courses du tout de la même façon. Troisième point, quatrième point, la proximité. Ça, c'est un truc important. Aujourd'hui, on sait que de moins en moins de personnes prennent leur voiture, que les jeunes passent de moins en moins leur permis parce que ça les intéresse de moins en moins, en tout cas les jeunes citadins. Qu'aujourd'hui, un samedi après-midi, prendre ma voiture pendant 20 minutes pour aller faire mes courses, juste ça me saoule et que j'ai envie de faire autre chose de ma journée et que donc ces notions d'hypermarché sont en train en fait de décliner. Donc la notion de proximité, c'est revenir sur le centre-ville, ce sont des choses qui sont importantes aussi et c'est beaucoup de retailers en fait qui le font. Exemple Franprix, c'est un des premiers exemples de le concept mandarine qui est arrivé sur Paris et qui arrive un peu partout maintenant. L'autre exemple, c'est Boulanger qu'on accompagne sur un magasin qui s'appelle Les Comptoirs, qui est en fait une gamme très courte, là où il y a beaucoup de digital d'ailleurs, sur les produits boulangers qui sont mis en centre-ville. Et enfin, on peut parler aussi, alors c'est rigolo d'opposer les deux. D'un côté, on a quelque chose de très humain qui est le circuit court avec les producteurs locaux qui vont directement livrer aux consommateurs, etc. Puis de l'autre côté, on a quelque chose qui est très automatisé, très inhumain, qui est en fait le magasin automatique qu'on peut poser n'importe où dans un centre-ville, au pied d'un immeuble, etc. et qui permet 24/24, 7/7 d'aller chercher un paquet de chips, un paquet de chewing-gum, etc. de pouvoir se réassortir sur des produits pas forcément frais, mais en tout cas de nécessité pour faire du réassort. Voilà. Donc ça, c'est la notion de proximité. Il y a plein de façons de le traiter différemment. Et tu as raison quand tu dis chaque enseigne doit s'adapter et c'est en fonction de son ADN et des produits qui vend et de ses clients en fait, qu'il peut choisir telle ou telle solution pour se développer. Ah, j'ai oublié. Donc là, j'ai 2 vidéos. On m'avait viré les slides. Je vais vous donner 2 exemples en fait, d'expériences en Figital. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces 2 exemples en pure player, c'est-à-dire que j'ai pris 2 exemples de pure player, donc purement digitaux, qui sont partis en fait dans les points de vente physiques. Le premier, c'est made.com, je crois, qui monte des showrooms, et le deuxième, je vous en parlerai juste après. On peut lancer la vidéo. Bonjour Julien. Bonjour Bertrand. 840 mètres carrés, c'est ça? C'est ça. C'est à Paris que ça s'installe, après d'autres villes d'ailleurs. Exactement. Le showroom de Paris est à la fois notre 5e showroom en Europe. On en a d'abord ouvert 3 en Angleterre, à Londres, à Leeds et à Liverpool, puis à Amsterdam. Et là, c'est notre plus grand showroom en Europe. Moi, j'ai passé 2 ans au début à expliquer à mes clients qu'on n'aurait jamais de showroom. On s'est quand même dit, au bout de 2 ans, à expliquer à tout le monde que ça n'existerait jamais, qu'on pouvait se planter et avoir tort. Et on a décidé d'ouvrir à Londres, en 2012, un showroom. Est-ce qu'on savait si c'était une bonne ou une mauvaise idée au début? Pas sûr. Pour être très franc, c'est la seule décision
en 6 ans de la société où on a besoin de voter, à main levée, en board. On considère que c'était une des meilleures idées qu'on ait eues sur les dernières années. Pourquoi ? Parce qu'il reste toujours une partie de la population qui aura du mal à acheter sans toucher un produit, sans s'asseoir dessus. On n'achète pas ici. On n'achète pas ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est un showroom de destination plutôt qu'un magasin que vous allez croiser dans une rue passante. C'est des gens qui nous connaissent, qui viennent du site, qui viennent au showroom. Et ce qui est important derrière, c'est de les rediriger vers le site internet. Il y a des expériences très physiques, très tactiles et très connectées à la fois. Ouais, alors la plupart des clients qui viennent visiter le showroom ont généralement une idée assez précise, en majorité des produits qu'ils souhaitent voir. Vous avez 2 choses. La première chose, c'est que vous pouvez retirer un petit papier, une petite fiche avec les dimensions du produit, ses caractéristiques, etc. Et la deuxième chose, c'est que derrière, dans ces petites boîtes, vous avez un échantillon de tissu. Donc quelqu'un qui est intéressé par un canapé gris, il arrive, regarde les modèles qui l'intéressent, repart avec 5, 6, 7, 8 échantillons de tissu, les teste chez lui et va commander sur le site. La deuxième chose importante, c'est qu'on a des tablettes qui leur permettent de se balader dans le showroom. On n'a pas de prix indiqué, on n'a pas de fiche produit visible, on a des petites cartes tag en technologie NFC qui permettent aux clients de taguer la carte avec leur tablette, s'affiche la fiche produit avec toutes les informations nécessaires, ils sauvent le produit sur une wishlist et s'envoient leur liste par email après coup. On a un tunnel virtuel dans le showroom à l'entrée où vous pouvez déplacer un petit modèle 3D d'un produit sur notre en piédestal et tout d'un coup, tout autour de vous s'affichent des photos du produit en 3D. Ça permet de donner une véritable bonne idée à votre client d'à quoi va ressembler son produit chez lui. C'est sympa et c'est bien, on essaie de le faire, de travailler avec des technologies avancées, mais on va uniquement les utiliser si on considère que l'expérience est good enough. Alors on est 3 fondateurs français, plus Brent Oberman qui est sud-africain anglais. On a beaucoup d'investisseurs, dont 2 Français. On a Marc Simoncini qui nous a suivis dès le départ et Partech qui a été lead sur notre dernière levée de fonds. Donc on peut, premier exemple, pure player de meubles qui arrive sur du showroom pour pouvoir continuer à se développer. Et le deuxième exemple, je vais le lancer tout de suite, c'est un exemple en Asie qui s'appelle Emma Fresh. C'est simplement la façon dont Alibaba attaque le marché du frais en Asie, parce qu'on pense toujours, donc Alibaba concurrent d'Amazon en Asie, on pense toujours que le frais est quelque chose qui est réservé en fait aux enseignes physiques. Alors ce sont des enseignes physiques, ça s'appelle Emma Fresh, mais vous allez voir comment est-ce qu'Alibaba arrive à mixer du digital avec du physique et à développer son commerce à la fois physique et à la fois digital. Je vous laisse démarrer la vidéo. It's not every day that you see Jack Ma at the grocery store. That's because this isn't just any grocery store. This is Hema Supermarket, and it's Alibaba's entry into what the company calls new retail. I'm at a Hema supermarket in Shanghai. This was the first of what are now 13 locations in China, and it's been open for 18 months. For Alibaba, this is the best example yet of the merger of online and offline shopping. Hema uses technology and data to provide a seamless and more efficient shopping experience for consumers. For starters, everything at Hema is powered by mobile. You download the app, and then you use your phone to shop. For example, Hema is all about fresh foods from all over the world. But how would you know? Everything in the store has a barcode. You use the app to scan the code, and you get a ton of great information about the product. Hema will even make recommendations of similar products based on what you have in your hands. These are exactly the Washington cherries that I was looking for. This is perfect. One of the biggest attractions in Hema is its seafood section. That's because in China, there's a long tradition of hand-picking the freshest seafood for consumption. And at Hema, that means you don't even have to wait until you get home to eat. You can have it cooked for you right here in the store, just like Jack Ma did. This is our first time coming here after work. The place is quite big, clean, and bright. And we pick the food together, and then we eat it together. The food here, the seafood, the mushrooms, they are fresh and they're delicious, and we enjoy the time. Yeah. Now, for all the convenience of shopping in person at a Hema supermarket, some of the best innovations were delivered online.
See, these stores also serve as fulfillment centers. Customers place orders through the app, and then workers run around the store collecting items for delivery. Each store serves a radius of about 3 kilometers, about 1.5 miles, and they can serve thousands of orders a day, each within 30 minutes. Here's how it works. Each employee has a scanner and a delivery bag with a unique barcode on it. That barcode corresponds with a specific order. After they finish packing their orders, they drop the bags off here. When I'm ready to check out, I use the Hema app, which is linked to my Alipay account. Hema is also a membership club. If I join, the app remembers all of my purchases so it can personalize and improve my shopping experience the next time around. I can't wait to see how they try to entice me back here. But honestly, I don't think it's going to be too hard. Voilà, excellent exemple de digital qui fonctionne et qui est vraiment utile. Pour avoir eu la chance d'aller le visiter, vous imaginez en fait, en gros, vous arrivez dans un magasin de frais, vous pouvez consommer sur place si vous avez envie. C'est les mêmes personnes qui préparent que ceux qui vous servent. Et puis vous voyez en fait en hauteur, je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, elle est très riche, des bacs passés en fait, et vous comprenez que c'est les mêmes personnes, les mêmes produits que vous êtes en train de choisir, c'est les mêmes personnes qui sont en train de vous préparer en fait, qui vont envoyer par internet, donc en livraison en fait, les produits en fait du même magasin. Donc forcément, la première fois vous le faites en physique, et la seconde fois, comme vous savez que c'est le même produit, comme vous savez que voilà, vous pouvez le faire de chez vous, ça reviendra exactement au même. Et donc on est vraiment dans le fait d'avoir le mix entre le online et l'offline. Voilà pour le résumé de cette vidéo que je trouve toujours très impressionnante, même si elle date d'il y a 1 an. Une dernière minute, simplement pour vous dire, pour vous livrer mes convictions et les convictions du SILAB sur qu'est-ce que c'est que la transformation du commerce et comment les commerçants doivent faire pour se transformer. La première chose, c'est d'augmenter la valeur proposée aux clients. C'est quelque chose d'extrêmement important, j'en parle depuis tout à l'heure. C'est le fait de créer ou de recréer la confiance entre l'enseigne en fait, et le client. Première chose, de proposer des offres et des services à forte valeur ajoutée, et donc d'écouter ses clients tout le temps, de revenir sur le terrain et d'écouter ses clients pour savoir ce dont a besoin le client pour pouvoir créer de nouvelles offres. Et de surtout, alors ça fait partie des choses aussi qu'on traite beaucoup, c'est la notion d'imposer une excellence opérationnelle, c'est-à-dire que tout ce que je promets au client, je dois le faire vraiment et je dois le faire très bien. Accompagner la transformation sur la formation des collaborateurs, ça c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est pas si facile que ça pour un vendeur de gérer le digital, de gérer des parcours clients qui sont complexes, parce que d'un côté, j'ai des produits que je prends, des produits que je dois recevoir, etc. Donc c'est forcément compliqué pour un vendeur en fait, de faire ce genre de choses. Et enfin, être agile, pouvoir tester rapidement des nouveaux produits-services, pouvoir les évaluer et arrêter le projet si c'est une mauvaise idée, arrêter de dépenser de l'argent dessus, mais par contre, savoir le déployer rapidement au niveau national quand on identifie que c'est une bonne idée. Voilà alors en tout cas, si un jour vous allez au SILAB, vous allez vous apercevoir que c'est ça en fait qu'on porte comme valeur sur la transformation du commerce. Et je vous remercie. Merci. Merci Jean-Michel. Je te propose d'aller t'asseoir et je te rappellerai tout à l'heure pour venir participer à la table ronde. Je pense que tu as brillamment exposé les enjeux des magasins. Tu as presque fait montré